Bonsoir YouTube, ici Largo pour une petite vidéo sur l'hiver des hommes. C'est mon dernier essai ce soir, enfin c'est mon quatrième et dernier essai avant la reprise du Royaume de la Discorde. Donc j'espère que je vais pouvoir voir l'une des fins aujourd'hui, ce soir, pourquoi pas, après tout. Donc je vais prendre un chemin différent de celui que j'ai pris, à savoir que je suis passé par Venise. C'est où Venise Ici, voilà. Et donc là, je vais prendre par la jungle de la Lyonesse. Je pense que ça sera différent. Alors pour ça, j'ai pris un personnage différent, à savoir, j'ai pris un scientifique. Largo, le scientifique, ça sonne bien. Donc j'ai cybernétique, connaissance, pilotage et survie. Je démarre avec 10 points de vie et puis 30 scads en argent. Je n'ai aucun objet. C'est aussi simple que ça et j'ai toujours pas de, on va dire, de compétences PES ou paradoxie. Sans plus attendre, je reprends ma lecture, ce qui me fait bien plaisir. C'est très reposant comme jeu. Pas de prise de tête, no stress. Alors je ne vais pas vous relire le prologue, je vous invite à aller voir la première vidéo si vous voulez vraiment voir la mise en place du scénario. Nous sommes dans une auberge dans les Alpes. Toute vie a disparu sur... le monde est recouvert d'une chape de glace. Le climat s'est détraqué suite à la folie d'une intelligence artificielle qui est dans l'espace, si j'ai bien suivi. Et nous avons entendu parler d'une cité perdue qui s'appelle Duen, qui se trouve ici dans le Sahara, avec un objet qui nous permettrait de modifier tout cela, sans plus de détails, il faut bien dire. Donc je suis dans l'auberge, j'ai fait mes affaires, je suis prêt à démarrer. Et là, nous avons un dénommé Kyle Bosch qui s'avance et me tend la main avec un large sourire. Bonjour, je m'appelle Kyle Bosch, il me semble que nous voyageons dans la même direction. Si vous acceptez la compagnie de Kyle Bosch, rendez-vous au 23. Si vous lui dites que vous préférez voyager seul, rendez-vous au 45. Donc je vais accepter sa compagnie. Toujours, par contre, rendez-vous au 23. Je vous ai entendu dire que votre destination était le désert de glace du Sahara, dit Bosch. Mon propre voyage me conduit dans la même direction. Alors que vous vous engagez ensemble parmi les épaisses congères, Bosch vous saisit le bras et désigne du doigt une rangée de poteaux de bois noir. Voici la route vers Venise. De là, nous pourrons prendre le ferry pour l'Équerre. Si vous acceptez d'aller vers l'est jusqu'à Venise, rendez-vous au 200. Si vous préférez traverser la jungle de la Lyonesse à l'ouest, comme l'aubergiste me l'a recommandé d'ailleurs, rendez-vous au 177. Je vais prendre par Lyon. 177. Bosch ne manifeste aucun enthousiasme. La région de la Lyonesse est infestée de malfaiteurs et des créatures dangereuses. Ça serait courir un grand danger. De plus, les montagnes de l'Atlas sont un obstacle considérable. En tant que partenaire, je vous suggère vivement de changer d'avis. Il refusera de vous accompagner si vous insistez pour prendre le chemin de l'Ouest. Si c'est néanmoins ce que vous désirez faire, rendez-vous au 221. Si vous changez d'avis, prenez la direction de Venise, rendez-vous au 200. Je maintiens ma position. Et donc je ne serai pas accompagné sur cette aventure de Kyle Bosch. Au fil de votre progression vers l'ouest, le froid intense commence à faiblir. Au lieu de blizzards déchaînés, vous endurez désormais des déluges de neige fondue. Après plusieurs jours, vous apercevez une lumière agressive à l'horizon. Elle afflue massivement à travers un large espace entre les nuages et continue de flamboyer même lorsque la nuit tombe. Loin dans l'espace, un vieux satellite météorologique déréglé par les caprices insensés de Gaïa inonde perpétuellement cette zone de rayons solaires. C'est là que se trouvent les marais et les jungles de la Lyonesse.
À la frontière septentrionale de cette région, vous avez entendu dire que des hommes exploitent la terre fertile pour alimenter la vieille cité de l'Oignon. Au sud, les eaux chaudes engendrent une abondance de poissons. Mais personne n'habite au cœur de la Lyonnaise qui sert de terrain de chasse à des animaux mutants et à des champignons carnivores. Vous poursuivez votre route avec courage, heureux de pouvoir vous débarrasser de vos épaisses fourrures, tandis que vous laissez le désert glacé derrière vous pour pénétrer dans une abondance de végétation humide. Les feuillages vastes comme des voiles de navires masquent en grande partie le ciel. Vous plongeons dans une pénombre verte en dépit de la constante lumière du jour. Les floraisons extravagantes aux couleurs de joyaux diffusent un mélange d'odeurs puissantes. Les lianes s'étendent en de vastes filets sous les arbres noirs. Des fougères encombrent votre passage, s'élevant jusqu'à votre poitrine. Étouffés par la distance, les bruits et les cris des animaux de la jungle vous paraissent irréels, après tant de jours passés à n'entendre que les hurlements du vent. Ici, la nuit ne tombe jamais. Quand votre fatigue devient excessive, vous vous allongez près d'un tronc renversé, trempé de sueur, et enroulez vos vêtements pour vous faire un oreiller. Les murmures délicieux de la jungle vous bercent doucement. Si vous maîtrisez la PES, rendez-vous au 30. Si vous êtes doté d'agilité, rendez-vous au 53. Sinon, rendez-vous au 75. Je n'ai ni l'un ni l'autre. 75. J'espère qu'on va pouvoir passer quand même. Mais vu qu'il n'y a aucun jet de dés, ça m'étonnerait que le scientifique soit incapable de prendre par la Lyonnaise. C'est quoi? Vous vous redressez en sursaut et regardez autour de vous. La voix que vous avez entendue était étrange et inquiétante, presque humaine, mais pas tout à fait. Les nerfs en effervescence, vous fouillez du regard les sous-bois. Il y a une petite illustration. Effectivement, ça a l'air méchant. Des dents se referment sur votre épaule et vous poussez un cri de douleur et de surprise. L'attaque venait d'en haut et vous coûte 1 point de vie. Levant les yeux, vous découvrez une bête étrange qui vous observe. Agrippée aux branches, son corps semble ne consister qu'en 2 larges ailes membraneuses. Sa tête étroite et garnie de dents se balance à l'extrémité d'un long cou flexible et croasse. C'est quoi? Rien de bon, voilà qui est certain. Si vous voulez utiliser le tir et un pistolet barrissal chargé, rendez-vous au 96. Sinon, rendez-vous au 118. Ça sent très mauvais. Alors déjà, je perds 1 point de vie. Donc je passe à 9. Rendez-vous au 118. Vous bondissez sur vos pieds et vous vous enfuyez à travers les sous-bois. La créature vous suit sans se presser, croissant triomphalement depuis les branches où elle est perchée. Elle progresse sans effort entre les arbres rapprochés, déployant parfois ses larges ailes membraneuses pour traverser une clairière en planant. Si vous maîtrisez la survie, rendez-vous au 206. Si ce n'est pas le cas, mais que vous avez la connaissance, rendez-vous au 140, s'il n'est aucun des deux, 162. Alors heureusement, je maîtrise la survie. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce personnage. C'est parce qu'il a survie et donc, a priori, il peut survivre dans les campagnes post-apocalyptiques. Donc, ça sera le 206. La créature qui vous est attaquée est un sanguivore. Cette espèce de lézard arboricole que l'évolution semble destinée à voler n'est que l'un des produits invraisemblables de la guerre du paradoxe. La manière dont le sang s'écoule de votre blessure vous fait soupçonner que sa salive contenait un agent anticoagulant. Cela ne suffit cependant pas à expliquer votre étourdissement croissant, qui suggère que la morsure vous a également injecté un anesthésique. Pas étonnant que le sanguivore ne soit pas pressé de vous rattraper. Il sera nettement plus simple de vous suivre à travers les bois et d'attendre que vous écrouliez. Mais vous n'êtes pas aussi démunis que les animaux dont il se nourrit habituellement.
Déchirant en lambeaux la doublure de votre veste, vous pansez la blessure pour arrêter la perte de sang. La seule solution contre l'anesthésique est de continuer à avancer jusqu'à ce que vous trouviez un abri. Si vous vous allongiez maintenant, vous ne vous réveillerez plus jamais. Rendez-vous au 250. Il y a une petite illustration. C'est une vraie jungle, hein. Alors que vous émergez d'un bosquet de fougères lustrées, une vue stupéfiante vous fiche sur place. S'étendant dans la jungle devant vous, une cité en ruine majestueuse semble étinceler dans l'atmosphère du jour que filtre le feuillage. Certains des bâtiments ont été étouffés par la végétation, rongés par les épaisses lianes, les murs défoncés par la croissance inexorable et le sol recouvert de mousse. Mais d'autres dressent toujours leur forme de verre immaculé et d'acier poli, scintillant magnifiquement dans la lumière vert et or clairsemée. Il doit s'agir des bâtiments que nettoient et entretiennent encore des réparatech, ces serveurs robotiques diligents des anciens. Vous faites le tour de la cité, titubant et trébuchant sous l'effet de l'émerveillement, comme un aveugle auquel on aurait soudain été conféré la vue. Il ne peut s'agir que des restes de la vieille Marseille, ce lieu mythique disparu depuis 2 siècles. Une abeille aussi grosse qu'un poing d'enfant passe en vrombissant à côté de votre oreille, les pattes étendues comme le train d'atterrissage d'un hélicoptère, avant de disparaître à l'intérieur d'une grosse ruche bourdonnante occupant la soupente d'une maison effondrée. Des oiseaux donnent des coups de bec aux poutres couvertes de lichen, ne vous accordant que de brefs regards dédaigneux. Vous avez l'impression d'être un intrus en ces lieux. Devant vous, un espace de terrain dénudé et large d'environ 50 pas forme une avenue qui mène vers la partie intacte de la ville. Si vous le suivez, rendez-vous au 271 si vous préférez poursuivre à travers la jungle 184. Je vais suivre la partie intacte, il n'y a pas de raison, 271. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, vous qui êtes là virtuellement. Un homme émerge d'un bâtiment peu élevé et vous regarde approcher avec une certaine appréhension. Il passe nerveusement la langue sur ses lèvres et resserre son étreinte sur la pelle qu'il tient. Mais il vous semble seulement inquiet et non hostile. Lorsque vous souriez et lui tendez la main, il se détend, jette la pelle de côté et se présente comme s'appelant Portrin Fax. C'est un homme aux membres déliés, mince comme une menthe religieuse affamée, avec des lèvres plissées en une moue agitée et des yeux larmoyants. Sa demeure est pavée de dalles marron et grises et certains signes suggèrent qu'elle a été une sorte de terminal de transit. L'air y est frais. Le long du mur, des panneaux diffusent une vive lumière blanche. Les seuls éléments de mobilier sont des structures de bois branlantes, tendues de fourrure rapiécée, que Fax qualifie de chaises, en vous invitant à vous asseoir sur l'une d'elles. Vous acceptez la tasse de breuvage qu'il vous offre, grimaçant à la puissante odeur qui s'en échappe. « C'est ma liqueur maison », explique-t-il. « Je l'obtiens en mélangeant des herbes dans un conteneur de liquide de nettoyage. » Vous vous débarrassez de la boisson pendant qu'il a le dos tourné. « Vous vivez seul ici ?» Il s'assoit et croise les bras juste avant de se relever pour arpenter la pièce. Avoir de la compagnie le rend visiblement nerveux. « Un ermite, voilà ce qu'est le vieux Fax, vous dit-il. Dans le monde extérieur, j'étais un marginal, mais ici, je vis comme le roi soleil. La cité a des générateurs qui fournissent de la lumière et assurent la climatisation. Il lousse. Qui pourrait imaginer en cette époque d'hiver éternel qu'un homme pourrait désirer un peu d'air frais? Mais ici, en Lyonnaise, c'est une nécessité. Si vous avez la connaissance, rendez-vous au 313, sinon rendez-vous au 356. J'ai la connaissance. Alors, j'ai juste noté son nom dans mon petit carnet de notes que je viens d'acheter pour ne pas être pris au dépourvu.
Donc fax port-train. J'ai connaissance, je vais au 313. La lumière électrique est beaucoup plus rare qu'elle ne l'était jadis et les générateurs qui la produisent sont généralement alimentés par du charbon ou du pétrole. La présence d'électricité ici, alors que Marseille est abandonnée depuis presque 2 siècles, suggère une source d'énergie nucléaire et donc des ordinateurs de contrôle qui vous permettraient d'établir une communication avec Gaïa. Si vous maîtrisez la cybernétique, rendez-vous au 335, sinon 356. Je maîtrise la cybernétique, je suis un scientifique. Yes. Les ordinateurs qui contrôlent l'alimentation électrique fonctionnent encore, mais il est évident qu'ils ne sont pas contrôlés par Gaïa, qui est beaucoup trop erratique pour avoir assuré une telle tâche pendant 2 siècles. Si vous pouvez avoir accès à ces ordinateurs, vous parviendrez cependant, peut-être, à établir un contact avec elle. Rendez-vous au 356, ça ne m'a pas apporté grand-chose. Port-train fax vous fournit un lit de fortune et vous sombrez dans le sommeil avec gratitude, exténué par votre long voyage à travers la jungle chaude. Il vous semble qu'il ne s'est écoulé qu'un instant quand il vient vous réveiller en vous secouant. Lorsque vous ouvrez les yeux, il sursaute et laisse échapper un rire nerveux. « C'est le matin », dit-il. Vous bâillez et vous étirez. L'air à l'intérieur du bâtiment semble presque froid comparé à la chaleur bouillonnante de l'extérieur. Le matin, comment est-ce que vous le savez? Fax désigne une horloge accrochée au mur. Au-dessus, une arche donnant sur un escalier qui s'enfonce sous terre. Voilà une méthode, et même si le soleil ne se couche jamais ici, il se déplace dans le ciel. En fait, j'ai parfois l'impression de voir 2 soleils. Le deuxième soleil est certainement un miroir orbital aligné de manière à concentrer la lumière du soleil sur cette région. Si vous demandez à Fax de vous montrer où il trouve de quoi se nourrir, rendez-vous au 378. Si vous voulez d'abord l'interroger au sujet de la bande de terre nue qui mène à sa demeure, rendez-vous au 399. Si vous décidez de partir et de continuer vers l'ouest, 420. Je vais d'abord l'interroger sur la bande de terre nue qui mène à sa demeure. 399. Au lieu de répondre, il va fouiller dans une armoire et en rapporte un pulvérisateur en métal. Puis il se rend à l'extérieur, s'approche d'une mince touffe de fougères bordant la bande de terre nue et l'asperge d'un produit chimique. Les plantes se flétrissent presque aussitôt. « J'en ai trouvé un entrepôt plein !» s'exclame-t-il gaiement en brandissant le pulvérisateur. Il ne faut pas que les végétations s'approchent trop haut, vous comprenez? Les sanguivores se déplaceront rapidement à travers les arbres, mais ils ne s'aventureront pas sur un terrain nu où ils seraient aussi empêtrés que des tentes battues par le vent. Il vous remet le pulvérisateur et vous presse de le garder. Vous êtes sur le point d'observer que la liqueur qu'il vous a offerte est probablement presque aussi toxique, mais décidez-vous de ne pas l'offenser. Notez le pulvérisateur d'herbicide parmi vos possessions. Allez-vous ensuite de vous demander s'il a de la nourriture ou simplement lui dire au revoir et reprendre votre route. Alors, un pulvérisateur. Je vais bien sûr lui demander s'il a de la nourriture. On ne va pas non plus aimablement, hein. On ne va pas le menacer. De toute façon, je n'ai pas de revolver. Vous suivez Fax jusqu'au bas des escaliers où vous découvrez un large hall circulaire d'où rayonnent divers tunnels. Un signe surmontant chacun d'eux en indique la destination. Vous les lisez avec un sentiment de mélancolie. New York, Moscou, Édimbourg, la plupart de ces endroits sont enterrés sous 1 kilomètre de glace. Fax vous montre un distributeur de nourriture incrusté dans le mur. La plupart des boutons ne marchent plus, mais les barres Scrooge sont nourrissantes. Il presse un bouton, la machine vrombit et un instant plus tard, un objet enveloppé dans de l'aluminium en tombe.
Vous déchirez l'emballage et découvrez un caramel moelleux qui vous surprend par son goût savoureux. Vous pouvez emporter autant de ces barres que vous le souhaitez. Notez-les comme des rations. Elles comptent chacune comme un objet. Je crois que je n'avais pas fait sur ma première partie, ça. Si vous maîtrisez la cybernétique, rendez-vous au 9. Si vous décidez d'explorer les tunnels, rendez-vous au 439. On peut également dire adieu. Alors, combien de rations je vais prendre? Alors, pour l'instant, mon inventaire n'est pas chargé. Donc, je vais prendre 8 rations, quitte à me débarrasser de certaines lorsque mon inventaire sera plein. Donc, je maîtrise la cybernétique et je vais au 9. Peu de temps après vous êtes engagé dans l'un des tunnels, vous découvrez une porte. Sous le regard de Fax et en ignorant ses gestes de protestation, vous l'enfoncez pour vous retrouver dans une petite salle informatique où un réparatech époussiette en rampant des rangées de matériel. Vous vous connectez à l'ordinateur. Comme vous le soupçonniez, il gère le générateur et les systèmes d'éclairage de la ville, ainsi que les jardins hydroponiques qui sont probablement à l'origine de la nourriture qu'on trouve ici. Fax rassemble assez de courage pour regarder par-dessus votre épaule. Qu'est-ce que vous faites? Vos doigts pianotent sur le clavier. J'essaie de trouver s'il existe une ligne de communication avec le monde extérieur encore en état de marche, quelque part dans la ville. Ah, en voilà une. Maintenant, je vais contacter Gaïa. Fax émet une plainte stridente. Gaïa, n'est-elle pas folle? Vous êtes insensé d'attirer son attention, elle pourrait éteindre le soleil. Si vous persistez à vouloir entrer en contact avec Gaïa, rendez-vous au 336. Si vous pensez en fin de compte que le risque est trop grand, vous pouvez explorer les tunnels de transit ou quitter Marzay. Je vais essayer de rentrer en contact avec Gaïa, mais je pense que Fax va me poser des problèmes. 336. Je pense que vous surestimez les pouvoirs de Gaïa. Elle ne contrôle pas le soleil, répondez-vous avec un rire dédaigneux. L'écran palpite et un logo figurant un globe bleu apparaît, annonçant la connexion à Gaïa. Vous tapez rapidement. Gaïa, est-ce que tu es là? Où est là? Ici et partout. Malheureusement, Gaïa se trouve plongée dans une de ces phases de confusion. Vous essayez à nouveau. Comment dois-je atteindre du N? Gisei d'abord, la pyramide. À travers la façon irrégulière dont les lettres apparaissent à l'écran, il vous semble percevoir une grande lutte se déroulant dans l'esprit de Gaïa. Tu peux trouver un ami en Gilgamesh. Tape Umbaba. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Le message dégénère en une suite incompréhensible de caractères. Vous interrompez la connexion et après un instant de réflexion, vous ordonnez à l'ordinateur local de s'éteindre. Il existe une possibilité qu'il ait été infecté par les virus de Gaïa au cours de votre communication et vous ne tenez pas à ce qu'un réacteur nucléaire vienne à exploser à proximité. Je crains que vous ne disposiez bientôt plus d'électricité, dites-vous à Fax. Il reste probablement assez d'énergie dans les cellules de stockage pour un jour ou deux. Ensuite, vous devrez trouver une autre solution pour vous éclairer, et ce genre de choses. Les traits de son visage s'affaissent. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez détruit mon petit paradis, tout ça pour échanger quelques mots avec votre précieuse Gaïa. Vous haussez les épaules. Ces quelques mots signifieront peut-être le salut de l'humanité, si je parviens à déterminer ce qu'elles signifient. Notez le code Umbaya sur votre feuille d'aventure. Alors, je vais également noter le nom de Gilgamesh. Voilà qui est chose faite. Alors, je vais essayer l'un des tunnels. Rendez-vous au 439. Il n'y a pas de raison. Le sol de pierre résonne sous vos pas.
Le tunnel débouche finalement sur un long espace perpendiculaire où des portes espacées s'ouvrent dans le mur qui vous fait face. Vous en franchissez une pour vous retrouver dans une pièce cylindrique qui se termine d'un côté par une fenêtre de verre. Des rangées de sièges sont disposées tout du long. Il vous faut un moment pour réaliser que vous vous trouvez à l'intérieur d'un métro. Fax regarde depuis la porte, se tordant les mains avec agitation tandis que vous explorez le wagon. Le système de commande du véhicule, encastré dans un cylindre de cuivre à l'avant, perçoit votre approche et s'active, parlant d'une voix métallique. Veuillez spécifier la destination requise. Vous interrogez le système et consultez une carte qu'il projette sur la vitre avant du véhicule. Bien qu'il s'agisse d'un réseau intercontinental, la plupart des stations sont désormais hors service ou détruites. Il reste cependant plusieurs destinations disponibles qui pourraient vous rapprocher de votre but. Si vous décidez de voyager par le métro, rendez-vous au 212. Si vous retournez à la surface et poursuivez votre voyage à pied, 420. Ouais, je vais essayer le métro, 212. L'engin valide la destination de votre choix en faisant clignoter un point lumineux sur la carte. Une sonnerie monocorde vous avertit que les portes sont sur le point de se fermer. Fax recule et vous adresse un signe de la main. Vous voyez sa silhouette maigre s'éloigner avec la plateforme, tandis que le wagon prend de la vitesse. Les lumières de la station disparaissent bientôt derrière vous. Vous filez le long du tunnel. Mais vers quelle destination? Alors, j'ai le choix entre l'Équerre, Carthage, Tarabule ou Gizeh. Alors l'Équerre, bon, on connaît. Carthage et Tarabule, on n'a jamais mis les pieds. Alors on va juste jeter un œil, savoir où c'est. Donc Tarabule, c'est ici. Donc c'est quand même sur la bonne route. On peut peut-être passer à Carthage. Je vais passer à Carthage, peut-être avant d'aller à Gizeh. J'espère que ce n'est pas une bêtise. On ne sait pas. Carthage, rendez-vous au 124. Le wagon se déplace à grande vitesse dans les ténèbres du tunnel. Vous attendez près de 2 heures avant de le sentir commencer à ralentir. Il arrive à une station et s'arrête, mais les portes ne s'ouvrent pas immédiatement. La station de Carthage est endommagée, explique la voix calme et électronique du véhicule. Il est recommandé de choisir une autre destination. Par la fenêtre, vous pouvez voir que la station s'est effondrée. De gigantesques blocs de béton couvrent le quai, encore reliés à des câbles métalliques tordus comme un cœur, à des artères arrachées. Ce n'est que par chance que le tunnel lui-même n'est pas bloqué, sans quoi votre trajet se serait achevé pour le moins brutalement. Et maintenant, si vous débarquez ici, rendez-vous au 146. Sinon, vous pouvez reprendre le métro jusqu'à Marseille et de là, vous diriger vers l'Équerre, Tarabule ou Gizeh, ou même poursuivre votre voyage à pied. Alors, je vais essayer Tarabule. Et après, si ça ne marche pas, ça sera Gizeh. Donc Tarabule 31. Vous vous asseyez à l'avant du wagon et regardez par la fenêtre, bien que l'obscurité du tunnel ne permette de rien distinguer. Des heures passent avant qu'une lumière diffuse ne vienne remplacer les ténèbres. Le wagon ralentit puis s'arrête. Les portes s'ouvrent avec un vrombissement et vous émergez dans un dédale de couloirs à demi effondré. Il n'y a pas de réparatech pour entretenir cet endroit. Vous finissez par découvrir un escalier en spirale, au sommet duquel se trouve un tunnel encombré de débris. Vous dégagez laborieusement les blocs de maçonnerie jusqu'à sentir un faible souffle d'air frais. Une lumière vacillante filtre à travers une fissure dans un mur. Pressant vos doigts contre la paroi, vous découvrez qu'elle n'est faite que de plastique bois léger, que
que vous pourriez aisément briser. Si vous maîtrisez le PES, rendez-vous 141, sinon 357. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. 357. Le panneau se courbe puis cède avec un craquement. Vous écartez une couverture qui recouvra le mur. Un feu crépite au milieu d'une pièce si délabrée qu'elle fait penser à une caverne. Une tenture pend devant l'entrée, protégeant l'intérieur d'un blizzard hurlant. L'atmosphère chaude est chargée d'effluves de sueur dues aux 3 occupants des lieux. À en juger par les peaux d'animaux accrochés au mur, il doit s'agir de trappeurs. Votre apparition soudaine les fait se lever en sursaut, mais leur surprise se change bientôt en hostilité ouverte. 2 d'entre eux tirent des armes. Le premier a un long couteau, tandis que l'homme le plus proche du feu tient un pistolet barricade. Si vous voulez utiliser le combat rapproché, rendez-vous au 97. Si vous préférez le tir et que vous avez un pistolet barricade, que je n'ai pas, chargé, rendez-vous au 119. Si vous voulez recourir à l'astuce, que je n'ai pas non plus, 185. Si vous essayez la roublardise, 163. Je n'ai pas la roublardise. Si vous vous fiez à l'agilité, rendez-vous au 207. Mince. Je n'ai aucune de ces compétences. Et là, sur ce livre-là, on ne peut pas s'en tirer avec un jet de dés un peu miraculeux. C'est fini. C'est fini. Alors, 272. J'appréhende le numéro. 272. Un pistolet reste braqué sur vous tandis qu'on vous attache les mains dans le dos. Vous cherchez discrètement à vous libérer de ces liens, mais ces hommes ne sont pas des amateurs. L'un d'eux examine vos affaires avant de vous désigner dédaigneusement du pouce. Alors, Snarbo, est-ce qu'on garde une bouche de plus à nourrir? L'homme au couteau ricane. Non, à moins que tu aies envie d'un animal de compagnie, mon pote. Dépêche-toi, Snarbo, marmonne le 3e homme en remettant son pistolet à sa ceinture. Et ne mets pas de sang sur le tapis. Snarbo s'avance, un rictus déplaisant sur ses traits durcis par le climat. Et son couteau met un terme sanglant à votre vie et à votre aventure. On se demande même s'ils ne sont pas cannibales, ces petits Snarbo. Bien, alors, bon, la curiosité m'a poussé à aller voir du côté de Tarabul, mais ce n'était pas une bonne idée et je sais que je suis trop curieux. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo, mais immédiatement, je vais poursuivre en faisant le choix de Gizeh par le métro. Et donc, avec un essai, malheureusement, supplémentaire. Donc, ça sera le 5e. Je suis très déçu, ça se sent peut-être au son de ma voix, mais enfin bref, ce n'est qu'un livre. Hein. À ciao, bonsoir, et j'espère à bientôt sur la chaîne. Ciao.